Salut à toi Anis, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, Merci. moi j'ai des questions à te poser Anis, parce que à travers les différents épisodes précédents, on a été un petit peu critique concernant donc la finance, qui est voilà un actif qui explose et qui est complètement déconnecté de la réalité, comme tu nous l'as bien expliqué. Les crypto-monnaies et en tête de gondole, les bitcoins rejoint un peu cette logique-là. C'était même encore plus spéculatif parce que là, on n'a même pas, c'est même pas quantifiable, c'est même pas chiffrable, ça repose beaucoup sur la foi. On en a abordé très bien. Il y a un actif qui est l'immobilier. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'on, tu vois, en tant qu'on génère de l'argent, il faut bien qu'on l'investisse quelque part. Et OK, le prix de l'immobilier a complètement explosé. Tu nous l'as dit qu'il y a une bulle immobilière, mais les taux restent extrêmement bas. Donc, il semblerait que c'est un peu le moment ou jamais d'investir dans l'immobilier. Quel est ton avis par rapport à ça et par rapport justement à cette injection de la monnaie par la BCE qui fait finalement que ces taux baissent énormément et peut-être que cela représente une aubaine pour nous où on doit bien à un moment investir quelque part. C'est un sujet intéressant. Et en fait, j'entends souvent cet argument de dire les taux sont hyper bas, c'est une aubaine, il faut acheter de l'immobilier parce que c'est historique. Ok. Le problème, c'est que quand on se dit ça, on prend le sujet d'un mauvais angle. Je m'explique. C'est que moi, les taux d'intérêt m'embrouillent. L'inflation m'embrouille. Ok. Ce que je regarde dans un investissement, c'est très simple. C'est-à-dire, si je vais acheter un business, je me dis, mais en combien de temps je vais le rembourser et qu'est-ce qui me risque de m'apporter après? OK. Donc ça, c'est pour le business. Taux de Si rentabilité, j'achète quoi. une action, je regarde le PER, quels sont ses résultats actuels, qu'est-ce qu'elle risque de faire dans le futur, est-ce qu'il y a de la croissance ou pas, et en combien d'années je risque de me faire rembourser mon business. Sur l'immobilier, surtout l'immobilier qui te concerne toi, c'est-à-dire pour l'achat principal, la première chose que je regarde, c'est de me dire mais combien je vais donner de ma vie pour cet investissement. Alors, quand on te dit oui, c'est magnifique, les taux sont à 0 ou à 0,8, si tu as un bon dossier, etc. Moi, je demande, OK, je vais acheter un bien. Combien de temps il faut que je donne de ma vie pour le rembourser? Donc, un petit jeune à Paris, il va lui falloir entre 25 et 27 ans, parce que maintenant on a poussé la limite à 27 ans, il va lui falloir 27 ans pour acheter un petit 50, 60 mètres carrés, tu vois, plein centre de Paris. Donc, est-ce que c'est une aubaine? J'en sais rien. Donc, comparons au passé. Donc, quand on va au milieu des années 90, avec la bataille monétaire qu'il y a eu juste avant la fixation des changes liés à l'euro, les taux étaient montés jusqu'à 12, 13, 14%. OK. Même les taux longs. Et donc, on demandait aux gens combien il va vous falloir d'efforts pour acheter votre logement. C'était en moyenne 13 ans et demi dans l'ancien. Donc, dans les années, milieu des années 90, fin des années 90, il fallait 13 ans et demi pour acheter son appartement avec des taux à 13%. Et maintenant, c'est une aubaine historique avec des taux à 0,8, il nous faut 27 ans. Ouais. En moyenne, après, pour comparer les deux, pour être honnête intellectuellement, c'est 21 ans. OK. C'est la durée moyenne. Donc, j'ai pris le cas extrême qui est le parisien. OK. Donc, tu vois, moi, je ne regarde pas les taux d'intérêt. Je reste ancré à la vie. Parce que c'est de mon temps que je vais donner. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, cette inflation, comment elle est construite? Donc, bon, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, comment elle est manipulée, autrement dit, et au final, elle profite à qui? En fait, on croit que le marché, par exemple, de l'immobilier est un marché libre, où tu as des acheteurs et des vendeurs de façon libre qui s'échangent des biens. C'est pas vrai. Il y a un troisième acteur. Bon, il y en a quatre. Bien sûr, il y en a cinq. Mais pour simplifier, il y a l'agent immobilier qui, lui, bien sûr, il veut que ça traite. Il veut toucher ses fees. Et plus ça traite haut, et plus il gagne des fees. Et en plus, l'apporteur d'affaires, c'est le vendeur en général. Donc, lui, il va pousser l'acheteur à acheter, tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui est intéressé, il risque de le prendre demain. Hein. Je vous dis ça, mais c'est pas pour vous pousser. Il broque, tu vois, comme on dit chez nous. Bon, lui, c'est rien. On est en train de parler de quelques pourcents et c'est pas très important. Il y a un quatrième acteur qui est, lui,
C'est lui qui fait le marché, c'est le banquier. Parce que le banquier, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il crée l'argent. Il ne l'a pas, l'argent qu'il te prête pour acheter la maison. Il le crée à partir de rien quand toi, tu vas le voir pour faire le crédit. Tu viens, au moment où tu viens, il n'a pas l'argent. Tu sors, il a créé l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a équilibré le bilan de sa banque. Il a dit, d'un côté, oui, c'est vrai, j'ai créé 300 000 euros que j'ai prêté à Faudil. Mais de l'autre côté, à l'actif, donc ça, ce qu'il a sorti et qui t'a donné, ça va à l'actif pour toi, c'est à son passif à lui, mais il va dire à l'actif de la banque, je tiens Faudil par une laisse. Il va me rembourser. Et s'il ne me rembourse pas, j'ai la maison. Elle est hypothéquée. C'est-à-dire que moi, je peux la reprendre et la vendre et récupérer ce qu'il me doit. Et il ne pourra pas non plus, lui, la vendre sans me rendre ce qu'il me doit. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a un quatrième acteur qui vient et qui, lui, par la création monétaire, va pousser à une inflation de l'immobilier qui est possible. Pourquoi? Parce que normalement, la Banque centrale et l'État est là pour qu'il n'y ait pas d'inflation dans l'indice officiel de l'INSEE. Mais le problème, c'est une faille. Et les banquiers se sont mis dans cette faille. C'est que quelle est cette faille? L'indice qui est calculé, alors que ce soit l'IPC au niveau européen ou celui de l'INSEE, l'inflation calculée par l'INSEE, le logement ne compte que pour 6%. Elle est là, la faille. C'est-à-dire que tu dis qu'ils considèrent que notre budget logement représente que 6% de nos dépenses. Si tu gagnes 3 000 euros et que tu dois te loger, tu as un budget de 180 euros. Pourquoi? Parce que c'est la logique mathématique de la moyenne. Parce qu'ils se disent, non, nous, on est obligé de faire une moyenne. Tout le monde n'est pas allocataire. Donc, il y en a qui sont propriétaires et qui ont payé leur crédit. Il y en a qui sont propriétaires, mais qui n'ont pas payé leur crédit, mais ils sont en train de se construire. Ils ne sont pas en train de consommer, ils sont en train de se construire une richesse, un patrimoine. Donc, ce n'est pas de la consommation, c'est un actif. Donc, ceux-là aussi, on les jarte. Et il reste, grosso modo, 20-25%. Et donc, ils se disent, voilà, donc on fait une moyenne de tout ça. Les chiffres qu'ils veulent qu'ils arrangent, quoi, un peu comme le calcul du chômage, quoi. Voilà, ça arrange les vieux et les boomers et ça désavantage les jeunes qui, eux, ne sont pas encore entrés dans le marché immobilier. Et donc, c'est ça. En quoi ça arrange les boomers? Je vois bien que le calcul est faussé, ça je l'ai compris, c'est que de 7%, mais pourquoi du coup ça arrange les boomers? Quel est En fait, comme tous les Ponzi schemes, c'est que quand plus tu rentres tôt et mieux t'es. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui ont emprunté il y a très longtemps, ont emprunté à des taux élevés, mais avec la création monétaire de malades, alors par exemple, si on prend le stock des crédits immobiliers, l'encours des crédits immobiliers, en l'an 2000, avant que ça explose, il y avait pour 250 milliards de crédits immobiliers. 10 ans plus tard, on est à 1000 milliards. Aujourd'hui, on est à 1200. Donc, il y a eu x4, x5. Et bien sûr, les prix de l'immobilier ont augmenté. C'est ce que j'explique avec le professeur Stephen King, qui est un universitaire anglais spécialisé de l'immobilier en Australie et en Angleterre, qui a démontré que le crédit immobilier a joué une énorme part dans la hausse de l'immobilier. Vu que les banques ont aidé l'immobilier à grimper, ceux qui ont acheté plus tôt, en fait, ils voient leur actif prendre en prix, donc ils ont du collatéral pour réemprunter. Mais ça, c'est secondaire. Parce que aussi, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent louer à des prix plus chers, parce que les prix ont monté. Et donc, leur effort pour rembourser le crédit est de plus en plus léger. En gros, c'est que d'une certaine façon, l'inflation aide les premiers endettés à réduire leur effort de remboursement des crédits. Mais il y a un problème. Parce que qui est le dindon de la farce? C'est ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ce petit jeu. Ceux qui sont moi, je ne veux pas être victime du système. Moi, je ne veux pas rentrer dans la tête. Moi, l'usure, ça ne m'intéresse pas. Malheureusement, c'est des victimes. Les jeunes étudiants qui n'ont pas forcément les garants derrière, les garanties et les rémunérations élevées pour pouvoir acheter, et donc ils sont condamnés à louer. À louer, non, il y en a qui avaient les moyens d'acheter un crédit et qui ont décidé de ne pas le faire. Moi, perso, je n'ai jamais acheté un crédit. Tu vois. Non, je veux dire, il y a ces deux populations-là, quoi. De quoi? Ouais, il y a toute cette population qui se font avoir, tu vois. À moins d'être chanceux et de gagner énormément d'argent pour acheter cash, tu vois, c'est super compliqué. Mais attention, ça, c'est un faux raisonnement. Parce que ceux qui n'ont pas acheté, ils se croient lésés. Même moi, je me suis cru lésé à un moment. Mais en fait, j'ai réfléchi. Mais non, je ne suis pas lésé.
Parce que quand tu ne prends pas un crédit, tu es libre, mon ami. Tu es libre de prendre des risques dans ton travail, dans ton activité. Et cette liberté, elle est dure à quantifier en termes d'argent et de monnaie, et même de tranquillité. Et de bien-être. Ouais. Et de bien-être. Demain, tu as une opportunité à Nancy, tu vas. Tu as une opportunité à Londres, à Dubaï, en Turquie, et tu y vas parce que tu es libre. Tu n'es pas attaché à un crédit. Tu n'as pas une laisse au coût de l'actif de la banque, tu te rappelles? Parce que si un crédit d'un côté, lui, il ne te lâche pas, il a ton coût comme actif. L'argent est créé de nulle part, mais pas tout à fait, parce que tu vas le rembourser. À chaque fois que tu vas rembourser ce crédit qui a été créé, cet argent qui a été créé à partir de nulle part, l'argent va être détruit. Lui, il ne garde que les intérêts. Ouais. Donc, autrement dit, tu dis, il y a les boomers qui gagnent dans cette affaire parce qu'eux, ils ont emprunté, leur actif a augmenté, ils louent plus cher, leur prix de crédit, lui, il n'a pas changé, donc ils sont 100% gagnants. Le jeune ou celui qui, par déontologie ou par principe, n'a pas voulu emprunter avec de l'usure, bah lui, il est lésé d'un point de vue patrimoine, pas forcément d'un point de vue bien-être, mais d'un point de vue patrimoine. Et tu dis, il y a les banquiers qui sont les grands gagnants parce qu'ils appuient sur un bouton. Les crédits ont explosé, les prix du mètre carré ont explosé. Oui, les grands gagnants, bien sûr, ce sont les banques. C'est eux qui provoquent l'inflation. Ce sont les banques qui provoquent l'inflation. Et cette inflation, elle profite à qui? Elle profite aux banquiers qui en tirent les intérêts, mais aussi elle profite à leurs meilleurs clients. Que ce soit ceux qui sont endettés pour acheter 3, 4, 5 Airbnb en plus de leur résidence principale, ou Bernard Arnault qui a levé des milliards, ou Drahi qui a levé plus de 50 milliards. En fait, il n'y a aucune richesse d'un milliardaire qui ne s'est faite sans effet de levier, sans dette. Et donc, voilà qui sont ceux qui provoquent l'inflation. Ce sont les banquiers avec leurs meilleurs clients. Et ce sont eux qui profitent. Mais les banquiers, c'est encore plus fort, parce que les autres, ils prennent un tout petit peu le risque que ça baisse. Mais bien sûr, ça n'a jamais baissé, parce que si ça baisse, vu que le collatéral des banques, ce sont l'immobilier, elles font faillite, tu vois. On va rentrer dans un régime où si ça baisse, eh ben, il faut vendre, et plus on vend, et plus ça baisse, et plus ça baisse, et plus on vend. Et donc, on va arriver dans un régime de destruction de valeur, que ce soit immobilière ou financière, et c'est tout le système qui risque d'être en risque. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé en 2008. Ils ont tellement tiré sur la corde qu'ils sont arrivés tirer tous les pays de l'OCDE, donc la France incluse, les banques des pays de l'OCDE, à tirer en intérêt et en commission plus de 18% de la richesse créée. C'est-à-dire que les intérêts, tu veux dire? Les intérêts représentent? Les intérêts plus commission, ça représentait 18, ce qu'on appelle le PNB, 18% de la richesse créée d'un État. Wow. Alors, au niveau de la France, en ce moment, ils sont en train de tirer jusqu'à, c'est beaucoup moins qu'en 2008 en pourcentage, parce que là, on tourne autour de 7%, mais même avec 7%, ça fait à peu près 160 milliards de PNB des banques, donc de chiffre d'affaires des banques, à comparer aux recettes de l'État en 2020 qui sont de 250 milliards. Donc, on est à 60%, 360 000 personnes sucrent 60% des recettes de l'État. Rappelons que la recette de l'État, ça fait les écoles, les routes, etc. et 5,5 millions de fonctionnaires. Je ne sais pas si on se rend compte des chiffres que je donne, c'est juste hallucinant. Mais donc voilà, ce sont les banquiers qui sont gagnants. Et ce qui est joli, c'est qu'ils te prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils ont à peine 2-3% en capitaux propres. Et en ce qu'on appelle, après c'est un peu compliqué, mais il y a des indicateurs qui disent que en gros ils doivent, avec ce qu'ils ont de l'épargne ou des dettes qui sont bloquées sur du long terme de leurs clients, etc., ils doivent avoir un tier 1 à 10, 12, 13%. Mais en réalité, si on regarde vraiment les fonds propres, c'est-à-dire combien ils possèdent à eux-mêmes d'argent, c'est tout petit. C'est à peine 3, 4%, même pas. Et donc, ce qu'ils prêtent, c'est de l'argent qui est créé de nulle part. Et c'est toujours la phrase magique qu'il faut répéter. Si c'est créé de nulle part, c'est que c'est à personne. Et si c'est à personne, c'est que c'est à tout le monde. Mais attention, quand on dit tout le monde, c'est pas que aux épargnants. C'est aussi aux salariés. C'est aussi pourquoi les salariés? Parce que on prend les fonctionnaires qui sont aussi les dindons de la farce. Eux, on a dit il y a une crise qui a été provoquée par les banquiers parce qu'ils ont été trop cupides. Ben, c'est vous qui allez la payer. C'est vous qui allez la payer par de l'austérité. C'est-à-dire qu'on va vous geler vos salaires et on ne va pas augmenter vos salaires de l'inflation. Donc, eux, ils se font avoir deux fois. Pourquoi? Parce que déjà,
l'inflation, elle ne prend pas en compte le logement. Imagine un fonctionnaire qui n'a pas de logement, lui, il se fait doublement avoir. Mais en plus, on dit, écoute, c'est pas grave, tu vas pas te faire augmenter du tout de l'inflation. Qui ait ou pas de logement dedans, tu vas pas te faire. Parce que les banquiers ont déconné. Les banquiers ont déconné, mais c'est toi qui vas payer. C'est toi, petit fonctionnaire, petit prof, infirmier, etc. Il n'y a pas d'argent magique, c'est toi qui vas payer pour l'erreur des banquiers. C'est fou, ça, quand même, l'histoire de l'INSEE qui ne prend pas en compte qu'à hauteur de 7% dans son indice. C'est dingue. Ouais, et ce qui se passe, ouais, c'est justement parce que maintenant, tu vois que l'immobilier est au plus haut, s'ils le prennent en compte, tu vas avoir les salaires qui vont baisser, tu vois. Parce que si, imagine, il y a un crack demain immobilier, les salaires vont baisser parce qu'ils le prennent en compte. Ils vont dire, on a pris l'immobilier au plus haut, comme tu nous l'as demandé, parce que tu as pleuré, tu as dit, mais c'est trop tard. Maintenant qu'il y a une bulle énorme, tu vois. C'est vraiment un sujet très complexe. Et donc, ce sont les banquiers qui gagnent avec leurs clients préférés, qui sont les boomers. D'accord. Et les victimes, c'est les jeunes et ceux qui n'ont pas encore acheté. Et tous les travailleurs, tous les gens qui ont des aides, etc., qui sont indexés sur l'inflation. Parce qu'ils sont lésés d'une certaine façon et ils perdent du pouvoir d'achat. Et cette inflation, elle est orchestrée par la Banque centrale, qui voit un petit peu comment ouvrir ou non le robinet de l'argent. Et toi, selon toi, quelle serait la solution? Qu'est-ce qu'ils devraient mieux faire lorsqu'ils ouvrent les robinets pour que ça puisse faire profiter de cet argent, pour qu'il puisse profiter à tout le peuple, plutôt qu'à ces nantis financiers, banques et certains boomers? Déjà, l'inflation, c'est super compliqué parce que l'inflation, c'est censé représenter l'érosion monétaire. En gros, la perte de pouvoir d'achat, la cherté de la vie. En fait, la BCE, elle a pour objectif de contrôler l'inflation, c'est-à-dire, c'est sa seule fonction. Par exemple, aux États-Unis, la Fed a plus de prérogatives. Elle doit s'assurer qu'il n'y ait pas de chômage, etc. Et la BCE, en fait, sa seule fonction, c'est de faire en sorte que le système financier européen fonctionne et que l'inflation de l'euro soit contenue. Mais une fois que tu choisis l'indice qui permet de calculer l'inflation, c'est-à-dire le panier, il va y avoir des ordinateurs, du pain, etc., toutes les consommations qui sont basiques, et que tu décides que le logement, il est que à 6%, et que si pour le même prix, tu as un ordinateur qui a beaucoup plus de mémoire, beaucoup plus de pixels sur l'écran, etc., tu vas dire, lui, il a gagné en pouvoir d'achat. En fait, tu contrôles un peu l'inflation. Tu peux en faire ce que tu veux parce que c'est un calcul. Et les États n'ont pas intérêt à ce que l'inflation explose. Parce que plus l'inflation explose, et plus ils doivent augmenter leurs fonctionnaires, etc. Et augmenter le RMI, augmenter tout ce qui est indexé à l'inflation. Tu comprends? Donc l'inflation, c'est vraiment un indicateur très important au niveau européen. Après, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait? Eux, ce qu'ils ont trouvé, les banquiers, c'est vraiment d'avoir la paresse de monopoliser 60% des encours de crédit. Alors, les encours de crédit, ce sont les stocks de crédit. De monopoliser 60% des encours de crédit sur de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens se tueraient pour ne pas être délogés. Et en plus de ça, la banque a une garantie sur la maison. C'est-à-dire, si tu ne payes pas, ils la récupèrent et ils la vendent. Tu vois? Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire, on va essayer de réduire l'encours des crédits immobiliers, de réduire ces encours-là pour que ça donne de la flexibilité et que ça pousse les banquiers à prêter à des gens qui veulent investir dans l'économie réelle. Et comment on pourrait réduire l'encours des crédits? Par exemple, une des façons de faire, c'est de dire, le gars qui veut acheter son 5e appartement pour faire du Airbnb au centre-ville et faire en sorte que ça devienne une ville-musée, nous, on ne va pas l'aider. On peut lui mettre un malus sur le crédit, ou on va juste dire qu'il n'a pas le droit de faire un crédit. Pourquoi? Parce que l'argent n'appartient pas à la BNP ou à la Société Générale, il nous appartient à nous tous, vu qu'il vient de nulle part. On peut instaurer des lois et de dire on va prêter qu'aux primo-accédants. On va prêter que ceux qui veulent changer d'appartement, aller à un appartement plus cher. On va favoriser peut-être l'investissement locatif dans le neuf. Voilà, tu as le droit à un deuxième crédit si c'est dans le neuf. Tu vois, on peut réguler et faire en sorte qu'on réduise le crédit lié à l'immobilier, ce qui va faire atterrir tout doucement les prix de l'immobilier, faire baisser le prix des loyers
et laisser respirer un peu les gens. Et surtout, ce qui va pousser les banques à prendre un peu plus de risques sur l'économie réelle et prêter à des jeunes entrepreneurs avec beaucoup d'idées et beaucoup de force. Ouais. Mais voilà, ils sont pas là pour faire du social, mais plus pour faire de l'oseille. Plus Voilà, ils sont précisément. là pour faire du chiffre et de la C'est sécurité ça. et limiter le risque. Ils Voilà. s'en Et donc, foutent aussi, ça, exactement. c'est ce qui et ce qui est marrant, c'est que eux, plus ils favorisent, ils sont pris un peu en tenaille là, ils sont pris dans leur propre piège, parce que ils ont favorisé l'immobilier. S'ils arrêtent de favoriser l'immobilier, si l'immobilier baisse, c'est un danger pour les bilans des banques. C'est un danger, on touche un danger systémique. Eux, ils ont bourré la mule du crédit immobilier, ce qui a fait monter les prix de l'immobilier, ce qui, d'un certain côté, les rassure, parce qu'ils se disent, moi, je me donne de la marge. Si le mec qui a acheté en 2003 un appart qui valait 200 000 euros, qui en vaut 300 maintenant, et qui a déjà payé 100 000 euros de crédit, s'il n'arrive plus à payer les 100 000 restants, je récupère un appart, je le vends à 250, à 220, lui, il va récupérer de l'argent et moi, je vais récupérer tout mon argent. Tu vois, ça les rassure en fait. Mais le problème en faisant ça, du crédit, c'est comme tantôt. Si tu vas dans un marché et que tu ramènes que des sardines à ne plus quoi en savoir faire, eh ben, le prix des sardines va baisser. Eh ben, c'est ce qui se passe là. Pour que ça soit tenable pour les gens, le prix, comme on a fait de la prolifération du crédit immobilier, les prix des taux, les taux d'intérêt ont baissé. Alors, là, j'ai bien compris ces manipulations, donc avec de l'inflation, la cherté de la vie, ainsi de suite. Clairement que ça profite aux banquiers d'abord, puis ensuite aux boomers, c'est-à-dire ceux qui ont acheté avant justement cette explosion de liquidités, au détriment donc de ceux qui n'ont pas acheté ou des jeunes. Ok. Mais pour le public, il reste un public entre les deux, ça reste neutre, c'est-à-dire que j'ai vu que tu avais réagi au propos d'un grand économiste français, Gaël Giraud, qui disait que l'inflation n'avait pas finalement d'impact sur les pauvres. Il n'y a plus d'inflation. Ça fait plus de 5 ans que l'inflation annuelle française est à moins de 1,5%. Donc le gouvernement de la Banque de France échoue complètement dans sa mission qui lui a été donnée par la BCE, qui est d'avoir un taux d'inflation à 2% par an. Il n'y arrive pas. Et pourtant, l'inflation, c'est pas quelque chose qu'on voit comme positif, normalement. Oui, mais ça, c'est pas, on est endoctriné depuis des décennies maintenant à croire que l'inflation, c'est le mal absolu. Mais l'inflation, en fait, un peu d'inflation, c'est excellent. Ça rogne les dettes de tout le monde, ça facilite le remboursement des dettes, et ça fait de la distribution des riches vers les pauvres. Pourquoi? Parce que ça pénalise les créanciers et ça allège le poids de la dette pour les débiteurs. Les débiteurs, en général, c'est des pauvres, et les créanciers, c'est des riches qui ont prêté aux pauvres. Vous voyez. Donc, en fait, la dette favorise ceux qui bossent, qui ont un travail, qui ont des revenus du travail, et qui ont dû emprunter pour pouvoir s'acheter un appartement, une maison, etc. Et pénalise ceux qui ont prêté, qui vivent de leur rente. J'ai vu que tu avais réagi par rapport à ça. Selon toi, l'inflation, elle est neutre ou pas? En fait, c'est un grand économiste. Il a en même temps, il a un parcours atypique parce que d'un côté, c'est un ingénieur qui a travaillé en banque comme quant et en même temps, il est moine jésuite. Mais il dit même pas ça. Il dit pire que ce que tu viens de dire. Tu vois, il est très apprécié en France, etc. Et il dit au contraire que l'inflation est un transfert de richesse des riches vers les pauvres. Et ça, je peux pas laisser passer ça. Tu vois, c'est parce que c'est tout le contraire. En fait, ce qui se passe, c'est que donc on l'a dit. À quel moment les pauvres vont perdre? Lui, sa logique, c'est de dire quoi? C'est que en gros, quand il y a de l'inflation, ça aide les gens qui sont endettés. Et dans sa tête à lui, dans son raisonnement, les gens qui sont endettés, ce sont les pauvres. Ce sont ceux qui, dans les années 80-90, ont dû acheter des appartements, etc. Et ce sont eux les endettés, ce sont eux les pauvres. C'est pas vrai. Les endettés, c'est pas que eux. Eux, on va dire, c'est les boomers. Les derniers entrants, ce sont ceux qui se font avoir. Ils les empruntent sur 27 ans, hein, tu vois. Et c'est quoi l'inflation? C'est ils vont devoir payer quoi qu'il arrive. Et l'autre truc aussi, c'est celui qui emprunte, c'est par exemple Drahi ou Bernard Arnault. Drahi a emprunté 50 milliards. Et donc, si il y a de l'inflation, ça, comme il dit lui, ça rogne sur sa dette, il va devoir avoir moins d'efforts pour payer. Mais ce sont eux qui profitent. Et qui profitent encore plus que les autres de l'inflation, ce sont les banques, parce que ce sont eux qui la provoquent. En fait, l'inflation, dit autrement, c'est un impôt. Un impôt qui profite aux banques. Donc, on a dit jusqu'à 18% en 2008, 7% de nos jours. C'est un impôt qui profite aux banques. Okay, c'est un impôt qui ne dit pas son nom. C'est comme ça que j'ai écrit un article là-dessus. Un impôt qui ne dit pas son nom, qui profite aux banques et qui profite à leurs meilleurs clients.
Il peut y avoir des meilleurs clients qui sont pauvres, qui ont emprunté dans les années 80, 90, début des années 2000, mais qui profitent à leurs meilleurs clients. Et leurs meilleurs clients, c'est plutôt ceux qui se leverage. C'est quoi le leverage? C'est ceux qui utilisent l'effet de levier. C'est-à-dire que quand ils veulent investir, au lieu d'investir les 100 qu'ils ont, ils vont investir 100 fois 10. Ils vont prendre, ou fois 5. Ils vont prendre les 400 restants en crédit. Et voilà, c'est eux. Et les 400 restants qui se prennent en crédit, c'est votre argent à vous tous. Pas que seulement aux épargnants, à tout le monde, parce qu'il est pris, créé de nulle part, donc il est à tout le monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont faire en sorte que les prix des actifs montent, que ce soit pour acheter des actions, des entreprises, du business ou de l'immobilier, ça va monter. Ils vont décupler leurs gains. Mais s'ils décuplent leurs gains, qui le perd? Il faut se dire un truc. Hein. Si eux le gagnent, il est perdu quelque part. Et ce sont ceux qui vont payer des loyers, ceux qui vont venir derrière acheter l'immobilier. Et c'est pour ça qu'il leur faut 25, 27 ans et non pas 14 ans, 21 ans en moyenne. Ce sont eux qui vont venir payer l'immobilier au plus haut et qui vont payer justement le gain des gens qui ont profité de cette création monétaire par le crédit qui fait que l'immobilier s'arrache en termes de prix. Ok, donc du coup, j'aurais tendance peut-être à te dire, bon, bah du coup, je vais épargner, mais si j'épargne, je crois que je gagne pas non plus. Non, tu vas voir. Bah, tu sais pas. Parce Tu que peux m'expliquer pourquoi? regarde, c'est ça de la beauté, tu vois. J'ai pas de billet sur moi, mais un billet de 100 euros, il y a toujours marqué 100 euros, tu vois. Mais en pouvoir d'achat, tu perds 2-3% chaque année. Eux, ils disent que c'est 1,5, c'est pas vrai. Tu perds un peu plus. Tu vois, parce que si tu t'achètes beaucoup de fruits et légumes, etc., c'est que, tu vois, tu vas perdre entre, allez, 2-3%, tu vois, sur le 100 euros. Et en fait, il devrait, lui, petit à petit, descendre 97. Mais c'est ça la beauté de la banque. C'est que eux créent de l'inflation par de la création monétaire qu'ils injectent, ils injectent. Avant, c'était les banques commerciales, maintenant, c'est les banques centrales. Tu vois, elles injectent comme des malades des milliards. Et ils les injectent où? Sur les marchés financiers. C'est pour ça que c'est le prix de la bourse, des dettes, etc., qui monte. Donc des obligations et des actions et c'est de l'immobilier et c'est ça qui monte et c'est eux qui profitent de ça. Et toi, ton prix, ton billet, en fait, il y a marqué 100, mais en réalité, en pouvoir d'achat, il est à 97 une année après. Toi aussi, tu es perdant. Et c'est ce qu'ils disent eux. Hein, ça c'est le raisonnement des usuriers, c'est qu'ils te disent c'est quelque chose de bien. Le fait que tu perdes en pouvoir d'achat, ça t'oblige, toi, épargnant, à ne pas thésauriser et à investir. En fait, d'une certaine façon, si on veut résumer, l'inflation, c'est le fruit des usuriers. Ils en tirent les intérêts qui coûtent aux pauvres et qui coûtent aux épargnants et qui les obligent à investir dans l'économie. En fait, avec ce système de crédit-dette et l'inflation qu'elle génère, il se passe quelque chose d'énorme. Parce que eux, comment justifient justement le fait que l'épargnant doit être lésé? C'est-à-dire que sa monnaie doit s'éroder. Il a 100, il doit avoir moins de pouvoir d'achat. Ça, c'est très bien pour eux, ils disent. Ils disent que ça pousse l'épargnant à investir de sa monnaie. Sinon, il voit sa monnaie perdre de moins en moins de valeur. Donc, ça pousse à l'investissement économique, à consommer. Mais en faisant ça, ils ont inverser la logique qui paraît naturelle. C'est-à-dire que l'inflation, d'une certaine façon, est un impôt qui ne dit pas son nom, qui fait gagner des intérêts aux banquiers, qui réduit l'effort de remboursement aux meilleurs clients des banquiers qui sont endettés avec usure, et ceux qui sont à voir sont les épargnants. C'est-à-dire qu'ils voient le prix pas le prix, mais le pouvoir d'achat de leur épargne qui baisse. Ouais, autrement dit, c'est comme si qu'ils ponctionnaient une partie de leur épargne pour les redistribuer aux riches, quoi. Voilà, et ce qu'on aimerait, c'est que ça soit l'inverse. Et c'est ce que je dis tout le temps quand je dis que la monnaie doit être fondante. C'est que c'est le contraire qui doit se passer. Quand toi, tu changes de paradigme économique et que tu dis que le surplus de richesse que tu as, l'épargne que tu as, c'est une responsabilité qui doit être investie dans l'économie, ok? Et ben dans ce cas-là, tu peux dire au gars de façon franche et juste de lui dire, sans l'arnaquer par l'effet d'inflation, tu sais, tu as 100, tu vas avoir 97,4 dans un an. OK? La monnaie va fondre de 1 centime pour 100 euros tous les jours de la semaine, sauf les week-ends. OK? Donc, tu as 100 euros et en fait, tu vas avoir 97,4 dans un an. Et ça, c'est juste et c'est honnête.
Parce qu'en ce moment, c'est quoi l'arnaque? C'est de lui dire, t'as 100? T'inquiète, t'as 100. T'inquiète, t'as 100. Mais c'est pas vrai. En fait, au bout d'un an, il a 97 parce que son pouvoir d'achat sur les 100 a été érodé de l'inflation. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu que cette érosion de la monnaie profite aux pauvres via une taxe de solidarité, un impôt social distribué aux plus pauvres pour que eux, ces gens-là, investissent dans l'économie réelle en achetant des produits de première nécessité ou pas, des fournitures scolaires, des affaires de sport, etc. Eh ben, ce qu'on fait, c'est le contraire, c'est que cet argent profite aux usuriers, aux banquiers et à leurs clients. Très bien. Donc, du coup, la question qui vient et que j'ai à peu près déjà posée, donc je sais à peu près ce que tu vas dire, c'est que la solution serait, plutôt que d'aller vers ces pistes-là, concrètement, pour celui qui a de l'argent, investir plutôt dans le business classique, entreprendre dans du business, ou éventuellement acheter de la terre pour pouvoir l'exploiter. C'est ça? Ouais, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier et les actions ont été corrompus par l'usure et par la création monétaire. Parce que pour moi, la création monétaire, c'est de l'usure. La création monétaire qui ne fait pas face à une richesse créée, c'est de l'usure. Parce que si l'argent, c'est le temps, quand tu crées de la monnaie sans qu'il y ait de richesse qui soit créée devant, en face, c'est que tu as volé du temps de travail des autres. Okay. Donc, pour moi, la création monétaire injuste est de l'usure. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est que il faut fuir ce qui est corrompu par l'usure. Et donc, ce qui est marrant, c'est que je remarquais, mais c'est simple, hein, c'est que plus tu es dans un centre névralgique de l'usure, genre autour de la Défense, etc., à Paris, l'immobilier est très cher. Dès que tu sors, tu vas à la campagne, en fait, la valeur réelle du bien est moins touchée par l'usure. C'est-à-dire que, tu le vois, à Paris, les prix ont augmenté beaucoup plus vite qu'en campagne. Et depuis 2008, c'est plutôt stable dans les campagnes. Et donc, il faut acheter. Après, peut-être que des gens n'ont pas du tout l'utilité, je les comprends. Il faut acheter soit dans des pays en voie de développement, soit dans les campagnes françaises, des terrains, des maisons, tu sais, avec ceux qui travaillent dans l'informatique, etc. S'ils peuvent s'éloigner et travailler de la maison, etc. Et surtout, avec ce Covid, ça nous a donné la chance de comprendre qu'on peut bosser aussi des fois de la maison et qu'ils arrivent à faire 3 jours par semaine à la maison, et ben, ça leur permet de s'éloigner des villes qui sont, elles, vraiment corrompues par l'usure. Et ça ne m'étonnerait pas que le prix des villes, le prix de l'immobilier des villes baisse par rapport aux campagnes et qu'il y ait un petit rééquilibrage. Oui, c'est en train complètement, bien sûr, parce qu'avec justement le confinement, télétravail, ainsi de suite, il y a de plus en plus de Parisiens qui investissent. Et l'autre truc, c'est le business, comme tu as dit. Le business, c'est… En fait, alors je vais essayer de conceptualiser. Et c'est pour ça que la monnaie, en fait, de nos jours, la monnaie, c'est de la monnaie dette, monnaie crédit. Tu vois, c'est du long terme. Et la monnaie idéale, ça serait ce qu'on appelle une monnaie… Moi, ce que j'appelle, c'est mes concepts à moi, c'est de la monnaie flux. C'est-à-dire, j'ai pas envie que la monnaie, ça soit de la monnaie dette. Oui, j'emprunte sur 10, 15, 20 ans et hop, la monnaie, elle est là face à ma dette à moi et que je dois rembourser sur 20 ans. Tu as envie que la monnaie, elle serve juste à permettre des flux de commerciaux à court terme. Et ces flux de commerce, tu vois, si toi, t'achètes et tu vends, tu consommes, tu travailles, tu consommes, cet argent-là est peu impacté par l'inflation et par l'usure. Et ce qu'il faudrait faire en sorte, c'est juste que toi, quand tu as de l'argent, que tu essayes d'en faire de la monnaie flux. Et pour que tu en fasses de la monnaie flux, soit tu la dépenses, tu essayes de vivre, d'investir dans tes enfants, dans ceci, dans cela, tu vois, ou soit tu l'investis dans ton business. Parce que ton business est un business de flux. Tu vois, tu as des dépenses et des entrées. Il faut que les entrées soient plus grosses que les dépenses. Et ça, c'est une bonne façon de contrer l'inflation. Très bien, j'en profite au passage pour ceux qui sont intéressés pour l'investissement immobilier sans passer par le crédit. Je pourrais vous faire des vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à vous inscrire dans le lien, celui-là que vous trouverez en description, et je pourrais vous faire plus de vidéos sur l'investissement immobilier sans crédit. Je vais terminer sur cette citation des frères Rothschild en 1865 dans une lettre qui a été envoyée donc, par le banquier londonien à ses confrères de Wall Street à New York. Monsieur Sherman dit que les quelques personnes qui comprennent ce système ou bien seront intéressées à ses profits ou bien dépendront tellement de ses faveurs qu'il n'y aura pas d'opposition de la part de cette classe, alors que la grande masse du peuple
intellectuellement incapable de comprendre les formidables avantages que tire le capital du système, portera son fardeau sans complainte et peut-être sans s'imaginer que le système est contraire à ses intérêts, vos serviteurs dévoués.